Bienvenue sous cette splendeur de la chaleur. Nous sommes obligés de vous servir car c'est notre devoir sacré, un métier de prédilection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Acte 60 vous pose la question de savoir si le gouvernement d'union nationale est un aveu d'impuissance ou une solution pour la guerre de l'Est du pays. Deux invités jusque-là, Maître Likonza, acteur de la société civile, et puis Pasteur Serge Taboko, il est cadre de l'ECID. Nous aurons aussi Maître Eric Bila, jusqu'à présent, il n'est pas encore avec nous. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Je commence avec le Pasteur Serge Taboko. Pasteur, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? La joie est partagée. Je suis très heureux de me retrouver encore aujourd'hui avec mon bien-aimé, notre compatriote Maître Likonza, pour débattre et surtout essayer de déballer notre intelligence pour l'intérêt de la nation. Et comme d'habitude, permettez-moi de dire aussi merci au Créateur de l'univers. C'est grâce à lui, c'est lui qui nous a renouvelé encore son souffle. Il a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants et nous le supplions de pouvoir jeter son coup d'œil sur ce qui se passe dans notre pays. Nous, on n'a que la voix, on n'a que nos prières, parce que sur le plan humain, nous sommes limités, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Donc l'intelligence humaine est limitée, donc nous demandons à Dieu de pouvoir faire quelque chose. C'est lui qui contrôle les esprits, maître du temps des circonstances. Nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu fera quelque chose pour qu'on puisse avoir ne fût-ce qu'une paix quand même dans ce pays. Et pourquoi pas parler d'un développement demain dans notre pays. Je commence avec vous, pasteur. Gouvernement d'union nationale, un appel au chef de l'État. Il tend encore sa main auprès des opposants, auprès des acteurs de la société civile, auprès des politiques, de venir lui prêter main forte pour gagner cette guerre à l'Est. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance ou une solution? Merci beaucoup, madame. Je serai un peu superficiel sur cette question parce que M. Serge Taboko, en dehors d'être pasteur, je suis aussi cadre de l'ECID, vous connaissez mon parti politique, et de notre plateforme La Mouka. Notre leader, je crois, il prendra la parole, si pas aujourd'hui, dans un avenir proche, il va s'exprimer quant à ce, et surtout aux questions de l'heure. Mais ce qu'on peut dire maintenant, par rapport à ce que vous venez de poser comme question et essayer de répondre, surtout édifier ceux qui nous suivent en ce moment, à ce que nous sommes en train de prôner ce qu'on appelle le processus de Kinshasa. Le père spirituel parle du pacte social. Ils veulent que tout le monde soit tout autour d'une même table. Et je crois que nous avons commencé pas aujourd'hui, c'est depuis 2019 que le président Martin Fayoul, avec ses structures que je venais de citer, notamment les CID et la MOCA, a demandé qu'on puisse se mettre ensemble, faire des réformes consensuelles. Vous avez tout fait pour avoir le pouvoir, rester au pouvoir. Organisons-nous, mettons-nous ensemble, faire des réformes pour qu'en 2023, qu'on puisse avoir des bonnes élections. Parce que parmi les mots qui font que les pays ne puissent pas avancer, que nous puissions subir des guerres depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Parmi les mots notamment, il y a le problème d'illégitimité, c'est-à-dire la manière dont chaque groupe qu'on peut appeler des régimes succèdent, soit prennent le pouvoir. Et ceux qui ne supportent pas, ils font recours aux armes pour peut-être être entendus. Et cette façon de voir les choses, nous estimons que ce n'est pas la meilleure chose parce que depuis 60, bien sûr, dans les années 60, 65 jusqu'à 67, c'était des guerres internes entre des différents leaders. Mais aujourd'hui, de 96 jusqu'à aujourd'hui, ça se mena de quelques pays frontaliers, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui ont levé l'option en sous-traitant quelques compatriotes pour tuer leurs propres compatriotes afin d'arriver aux affaires. Et aujourd'hui, on parle de plus de 15 millions de compatriotes qui sont décimés et ça continue. On parle de plus de 8 millions. Et on ne s'est pas limité en 2019, même dans un passé récent ici, au mois de mars de l'année dernière, nous étions dans notre conseil extraordinaire, on a parlé, il y avait un certain nombre de résolutions, notamment la résolution 6, où le Conseil national avait demandé au Bureau national de faire des démarches pour voir des pères spirituels, de pouvoir nous mettre ensemble. La thématique était la réconciliation, la vérité et la cohésion.
Et au mois de juin de l'année dernière, toujours, le président Fayoulou a martelé là-dessus. Et quand il est revenu des États-Unis d'Amérique, en Gilles, il a communié avec la population. C'était la même rhétorique. Au mois de décembre, il a parlé. Donc, pour la cohésion nationale, nous sommes d'accord. Par rapport au gouvernement, si je oui entendre par rapport à la dernière sortie médiatique de notre compatriote Félix Tshisekedi, à un moment donné, moi, je suis tellement mal à l'aise parce qu'on peut tout dire, mais M. Félix Tshisekedi doit comprendre que nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans une république. République, c'est un bien commun. Nous avons des lois, notamment la Constitution, la loi des lois, la loi mère, et nous avons aussi les lois secondaires qui régissent le pays. C'est-à-dire quoi? Il s'exprime conformément à l'article 77 de la Constitution devant les congrès, devant les institutions légalement établies. Lui ne peut pas parler comme tout le monde. Mais quand vous avez vu la manière dont il est en train de discuter avec les siens, c'est-à-dire en violation de l'article 96 qui dit que lorsqu'on devient chef de l'État République démocratique du Congo, vous ne faites plus partie ou soit membre des organisations privées ou des fins privées. Donc l'union sacrée, c'est un fait privé. Donc il peut, peut-être, on peut même aller plus loin, comprendre dans un cadre là informel, sans caméra, on peut comprendre. Mais quand on devient chef de l'État, si vous descendez l'article 97, on dit tous les membres du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes le chef de l'État, vous êtes ministre, même pour ceux qui sont, vous gérez même ceux qui sont pour vous, même ceux qui sont contre vous. Donc, il ne peut pas prendre ces postures-là, discuter avec les chiens. Les chiens, il dit que moi, je ne suis pas venu faire un débat avec vous, écouter ce qui se passe ici et après sortir. Donc voilà cette façon de voir les choses. Alors pour peut-être reprendre vos propos, il parle de la formation du gouvernement. Pour nous, nous estimons que la formation du gouvernement serait la conséquence de l'unité ou soit de la cohésion nationale. Ça, c'est la conséquence. Je peux dire même que c'est la résultante. Mais non, penser dans leur façon de voir les choses, ils pensent peut-être, comme il lui-même avait dit avant de parler du gouvernement, il a dit que les Congolais sont faciles à accepter des corruptions. C'est pourquoi même il y a l'infiltration, les autres Congolais qui ont accepté d'être corrompus. Et à la fin, il descend sur le gouvernement. Et alors, il pense peut-être distribuer des cartes, c'est-à-dire des postes politiques. Or, nous savons que, madame, en politique, il y a la différence entre les postes politiques et les pouvoirs politiques. Donc, on peut te donner un poste politique, mais sans les pouvoirs. L'exemple concret, notre aîné, je le salue, Mouzito était Premier ministre, mais il y avait un directeur du cabinet, Mouilang, qui pesait plus que le Premier ministre. Vous avez suivi, je crois, la même main, il vient de faire une émission ici, chez vos confrères de Top Congo. Il a dit, il était ministre tutelle, mais il y a un collaborateur de Kabila, paix à son âme, monsieur, qui avait connu le crash, la Katou Maman, qui dit qu'avant de voir les chefs de l'État, il doit d'abord passer par lui. En d'autres termes, pour dire que tu es ministre, moi je ne suis pas ministre, mais je pèse plus que vous. Ça dit, Katou Maman qui n'avait pas les postes politiques, mais il avait le pouvoir. Mende avait les postes politiques, mais n'avait pas les bons. Ça, c'est le cas parce que Mende a dénoncé. Mais il y en a plein aujourd'hui qui ont des postes politiques, mais n'ont pas de postes de pouvoir politique. Donc, il y a même des conseils qui pèsent plus que eux. Donc, si M. Félix pense qu'en distribuant, en promettant des postes politiques, tout le monde va jeter dessus. Donc, il trompe, il est à côté de la réalité. Vous avez déjà suivi, bien sûr, nous attendons notre leader s'exprimer là-dessus, mais vous avez déjà attendu la position des autres, que je ne peux pas citer nommément ici, qui ont déjà donné position que ça ne leur intéresse pas, parce que parmi les revendications, ils disent que Félix Tshisekedi, si vous parlez avec lui, qu'est-ce qui vous rassure que tout ce que vous prenez comme engagement, il va les respecter. Donc, il y a un problème. Nous, au niveau de l'ECD, nous comprenons ces amis-là. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de dire qu'on n'a pas besoin de Félix à ce moment, ou soit on n'a pas besoin de Kabila les autres. Donc, nous, on a besoin. Ce que l'Église catholique fait aujourd'hui et l'Église protestante, nous l'avons demandé depuis 2019. Nous, on ne voyait pas comment on pouvait travailler avec Félix Tshisekedi, laisser l'équipe de Kabila, soit de tous ceux qui ont pris des armes. Donc, on doit se mettre ensemble, parler le même langage, définir le vouloir vivre ensemble. À la fin, si en conséquence, ici, il y aura un gouvernement de l'âge union nationale et que ceux qui accepteront de participer, les autres accepteront, les autres attendront peut-être de bonnes élections, parce que je ne pense pas que même si on veut former le gouvernement de l'âge union nationale avec des politiciens virés que vous connaissez ici et la pauvreté, que tout le monde aura des postes. Donc, il y aura toujours ceux qui vont manquer, il y aura des frustrations. Mais l'essentiel d'abord, c'est de définir le vouloir vivre ensemble, que les armes se taisent, qu'on parle le même langage, et s'il y aura peut-être... Répondez à ma question, pasteur. Oui. Juste, soyez précise. C'est un aveu d'impuissance ou une solution?
Bon, je peux dire oui ou non. Oui, avec d'impuissance dans la mesure où il ne pensait pas, même dans un passé récent ici, quand le président Fayoulou a parlé, comme je vous ai rappelé, des différentes interventions par rapport à la cohésion nationale, il disait qu'il n'a pas l'État, il n'y a pas une crise politique. Je ne sais pas comment il définit la crise politique. Puis c'est même la crise économique qui paie, on parle toujours de la crise politique. La crise sociale, c'est toujours la crise politique. Donc, lui, il dit qu'il n'y a pas la crise politique. Vous comprenez? Il n'a pas besoin, si vous avez besoin de pouvoir, attendez les élections, c'est le peuple, tout le vous savez comment il parle avec beaucoup de mépris, tout ça, pour répondre. Donc, aujourd'hui, accepter, j'ai dit, quelque part, tu peux avoir raison. C'est avec des gens qui savent que c'est. Mais, moi, sincèrement, je vois dans l'autre œil. Il sait que, au Congo, quand vous parlez des postes politiques, tout le monde va venir. C'est ce que moi, je pressens. Donc, je sais que les Congolais vont se bousculer. À ce moment-là, il a la facilité de démorcer la crise selon lui. C'est-à-dire de récupérer presque tout le monde tout autour de lui parce qu'il a les pouvoirs. C'est ça, c'est ma compréhension, ça, c'est ma lecture. Et je pense que si c'est cette démarche-là qu'il lui pense, je trouve que il va se mordre, ça sera difficile. Merci. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne contrôle pas toutes les mallettes du pouvoir. Donc, il y a une grande partie de notre pays qui est partie et l'armée, le gouvernement n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, la capacité de récupérer, à part peut-être attendre l'intervention de la communauté internationale. Mais on ne voit pas aller ni comme ça que la solution peut prendre fait demain si il ne fait pas recours à toutes les propositions qu'on est en train de mettre à sa présence et de la CENCO, ainsi de suite. Merci. Maître Trésor Likonza, de la société civile, la même question. Est-ce que cet appel du chef de l'État sur la formation d'un gouvernement d'union nationale est un aveu d'impuissance ou une solution pour la crise que nous vivons aujourd'hui dans le pays, surtout sur le plan sécuritaire à l'Est? Bien, merci. Directement, je raconte votre préoccupation pour dire que le président de la République est du côté de la solution. Mais il ne faut pas prendre cela d'une manière globale. Il faut atténuer un peu cette solution-là. Il est dans les pas d'aller vers la solution. Parce que quand il a fait cet appel-là à l'opposition et à la classe politique de venir pour la constitution du gouvernement d'union nationale, je vois derrière ça un enjeu. L'enjeu, c'est comment trouver un remède à l'agression rwandaise qui nous est imposée dans la partie est du pays. Et de temps en temps, ceux qui tentent de minimiser cet appel reviennent toujours sur le fait qu'il faudrait se réunir, discuter ensemble pour voir à quelle mesure trouver des solutions par rapport à la situation qui prévaut dans l'est du pays. Et vous savez, quand on parle des assises, on peut trouver différents mots, différents concepts, pacte social, processus de Kinshasa, dialogue, réunion, tout ce qu'on veut. Mais s'il s'agit en finalité des discussions autour de la situation de l'est du pays, moi je pense que le gouvernement d'union nationale fait partie des éléments de la solution. Parce que ce n'est pas que tout le monde doit être nommé membre du gouvernement d'union nationale. Pour mettre ce gouvernement en place et dire qu'on a quand même réalisé une forte portion politique au sein de ce gouvernement, il faudrait au départ identifier ceux qui sont d'accord, ceux qui émettent dans la même longueur d'onde que le président de la République en ce qui concerne des solutions à apporter aux compatriotes qui souffrent dans la partie est du pays. Et cela veut dire qu'il n'y a pas que l'opposition, même s'il a pointé du doigt directement l'opposition, mais au-delà de l'opposition, il y a la société civile, il y a particulièrement les confessions religieuses, il y a toutes les couches de la population, et ce n'est pas tout Congolais qui est membre de l'opposition politique. Le gouvernement d'union nationale ne veut pas dire qu'on doit trouver là-bas seulement les membres de l'union sacrée et les membres de l'opposition politique. Non. Il y aura également
les acteurs de la société civile. Pourquoi pas seulement une rencontre, un dialogue ensemble pour que chacun mette son point de vue par rapport à cette crise sécuritaire de l'Est, au lieu d'aller à la formation d'un gouvernement qui va encore, qui sera peut-être encore budgétivore. Même ces dialogues, les partages des gâteaux. même les dialogues en question seraient également budgétivores parce qu'on ne peut pas réunir des gens dans une salle sans leur donner ne fût-ce que de l'eau à boire. On doit toujours sortir de l'argent pour nourrir ces gens-là. Il y aura des pauses café, pauses repas, restauration, per diem, transport. C'est toujours budgétivore. Il ne faut pas se voiler la face. C'est différent. Dans tous les cas, on doit sortir de l'argent de la caisse de l'État, que ce soit pour un dialogue. Même les prélats, les évêques catholiques et protestants qui font la ronde du monde, par-ci par-là, pour parler du pacte social. Ils ne sont pas embarqués par des avions parce qu'ils sont des prélats. Ils payent des billets, ils dépensent. Ils sont logés, bon, peut-être parce qu'ils ont des congrégations un peu partout, ils peuvent être accueillis par d'autres religieux qui sont à travers le monde, mais ils dépensent de l'argent, c'est toujours budgétivore. Donc la grande question ici, les dialogues, oui, on peut s'y retrouver, peut-être au Palais du Peuple, on fait un dialogue, mais ça sera dans quel cadre? Ce sera dans un cadre informel. Et les résolutions ici de ces dialogues, pour qu'elles soient mises en exécution ou qu'elles soient appliquées, on aura toujours besoin des acteurs qui sont membres du gouvernement. Parce qu'aucune décision ne peut sortir du cadre gouvernemental. Il faut que les membres du gouvernement décident, en commençant par le président de la République lui-même, le chef de l'exécutif national, et ainsi de suite, les parlements, l'Assemblée nationale, le Sénat et tout. Donc, on ne peut pas dire que nous, on refuse le gouvernement d'union nationale parce que là-bas, on fait le partage des postes et tout. Nous ne voulons pas des postes politiques, les pouvoirs politiques de toute façon. Le pouvoir a une manière d'être organisé. Celui qui exerce le pouvoir, c'est celui-là qui organise ces pouvoirs-là. Il sait à qui confier telle tâche ou telle tâche. C'est à lui. Les postes, c'est au sein de ces pouvoirs-là. Les postes ne sont pas en dehors du pouvoir. Ça, c'est pas le débat ici. Mais le gouvernement d'union nationale, j'ai dit, a un enjeu. Et cet enjeu, c'est les remèdes au problème de la guerre d'agression imposée à notre pays par le Rwanda. Et pour qu'on arrive à trouver des solutions assez plus ou moins adéquates, il faudrait que ceux qui ont des idées puissent émettre ces idées ou les appliquer dans un cadre formel. Et le cadre formel, c'est le gouvernement. Et il y a déjà un gouvernement issu de la majorité présidentielle autour du président de la République. Il n'y a pas les opposants là-bas. Mais maintenant que nous sommes en face d'une situation qui touche à l'intérêt supérieur de l'État, à l'intérêt supérieur de la nation du pays, le chef de l'État a intérêt à sortir de sa zone de confort qui est l'union sacrée pour voir ailleurs et associer d'autres compatriotes qui ont également des idées, peut-être à même de l'aider à faire sortir le pays de cette situation-là. Et ces acteurs-là... Maître, vous êtes en train de m'inspirer encore des questions. Le même chef de l'État avait refusé d'entendre une rencontre quelconque, il n'y aura pas de dialogue, quelque part il traite les opposants, opposants il y a Nzala, opposants il y a Pété, mais c'est le même chef de l'État qui a encore besoin de l'apport de ces opposants-là. C'est vouloir une chose de son contraire. Non, madame. Il ne suffit pas seulement de proposer un dialogue, mais quel est l'enjeu du dialogue? Quand on dit qu'il faut peut-être faire des réformes profondes, peu importe, mais sur quel domaine? Pourquoi? On n'a pas dit les réformes. Sur quel domaine? Il n'y a pas d'enjeu. Ce dialogue n'a pas d'enjeu. Si à l'époque, le chef de l'État, peut-être ne voulait pas de ce dialogue parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais aujourd'hui, l'enjeu est là. On sait que tout le monde a besoin qu'il y ait la paix dans l'Est du pays. Tout le monde appelle même la communauté internationale à soutenir la RDC pour que la situation soit décantée dans l'Est du pays. L'enjeu est là. Et le chef de l'État, parce qu'il est chef de l'État, il a trouvé utile à réunir les différentes couches de la population, au sein de la classe politique, dans la société civile, par-ci, par-là,
pour qu'ensemble, dans un cadre formel, nous puissions réfléchir. Peut-être maintenant, on peut se dire, bon, s'il faut dialoguer, c'est pour voir quel sera le format de ces gouvernements. Il faudra mettre un gouvernement d'union nationale de 200 personnes parce qu'il s'agit de tout le monde, ou bien. Quels sont les ministères à créer pour que finalement ce gouvernement booste ce qui est comme processus de pacification, de la restauration de la paix dans l'Est du pays. C'est le débat pour le moment. Les formats, les contenus de ce gouvernement. Est-ce qu'il faut ramasser des gens par-ci, par-là parce qu'ils sont des tels partis politiques de l'opposition ou des... Non, il faut voir maintenant les profils, peut-être des gens à envoyer dans ce gouvernement. Et maintenant, si on doit dire non, nous voulons des dialogues. Oui, dialogue. Vous voulez dialoguer. Pourquoi? Non, pour que nous puissions ensemble voir à quelle mesure trouver des solutions aux problèmes de l'Est. Oui, mais dans quel cadre? Je le dis et je répète. Dans un cadre informel. Alors maintenant, on vous donne un cadre formel. Vous dites non, parce que lui avait refusé notre proposition. Mais vous voulez qu'il accepte ça dans 2 jours, 3 jours? Non. Vous aviez déjà proposé, même si ça a pris du temps. Et maintenant qu'il y a une option plus ou moins... Oui, il y a une option présidentielle plus ou moins adaptable à vos différentes propositions qui datent. Mais réjouissez-vous. Ou bien vous voulez mettre la société civile à l'écart. Parce que la société civile, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu une organisation de la société civile dire non. Mais bon, on n'est pas obligé. Hein. Chacun est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais il faut savoir aussi que le gouvernement d'union nationale, c'est un concept qui ne vient pas de l'actuel président de la République. Dans notre pays, il y en a eu dans différentes époques, et même à l'étranger, en France, par-ci, par-là, le gouvernement d'union nationale, on évoque ce concept-là lorsqu'il y a une question qui touche à l'intérêt supérieur de la nation. Et ça nécessite que plusieurs couches de la population en confrontation se réunissent, que chacun de ces acteurs apporte ses idées. Merci. Et s'il y en a qui ne sont pas des mêmes avis avec le président de la République, on ne peut pas les en vouloir, ils sont libres. Mais ils seront en dehors du gouvernement, ils pourront toujours apporter leurs idées. Merci beaucoup. Les projets en question, des dialogues, ça viendra toujours, même le gouvernement d'union nationale pourra tabler sur ça. Pour cette proposition-là, bon, malgré qu'on a mis en place le gouvernement d'union nationale, il y a encore une proposition de dialogue. Bon, réfléchissons. C'est pour quelle finalité? Le gouvernement d'union nationale doit travailler sur ça. Mais ma crainte peut-être par rapport à ce gouvernement d'union nationale, c'est la taille du gouvernement et les profils des acteurs qui seront nommés comme ministres. D'abord à commencer par le Premier ministre. Si on doit reconduire l'actuel ou bien si on va changer, mais les profils des ministres et les profils du Premier ministre, et on doit voir également dans d'autres services à caractère politique, comme entreprises publiques et consorts, parce qu'il y a toujours des effets directs sur ça. Il faut toujours voir les profils. On vérifie au niveau de la société civile, on vérifie au niveau de l'opposition, même si le vieux Martin Fayulu refuse, il peut envoyer Pasteur. Il a des bonnes idées. Voilà. Vous ne pouvez pas refuser parce que vous êtes leader, alors que Pasteur a besoin de devenir ministre. Merci beaucoup. Et voilà, j'aimerais que nous abordions sur cette question de la réaction de Joseph Kabila par rapport à cette question de l'Est. Mais avant tout, j'aimerais que Pasteur puisse rebondir au propos de son co-débatteur. La question d'abord est de savoir est-ce que Joseph Kabila a-t-il tort ou raison? N'a-t-il pas raté l'occasion de se taire, Pasteur Joseph? Mais rebondissez d'abord. Merci beaucoup. Ce qui est vrai, sincèrement, aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment situer mon co-débatteur. Lorsque je l'écoute, lorsqu'il est en train de parler, il donne l'impression que c'est comme si nous sommes dans une période normale et que les choses marchent normalement et que son leader maîtrise
je peux dire toutes les rouages, toutes les maladies du pouvoir, il contrôle l'intégrité territoriale. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je oui comprendre sa méthodologie, sa façon de parler. Ici, le pays est en péril. Le pays est au bord de l'implosion. Lorsque nous discutons avec vous ici, Félix ne contrôle pas une grande partie de notre territoire, c'est-à-dire en partie la partie orientale. Je ne sais pas s'il comprend la gravité. Hormis les dégâts collatéraux, c'est-à-dire les déplacements, des viols, des tueries. Mais il y a même des compatriotes aujourd'hui qui sont devenus des chômeurs. Imaginez tous les magistrats, l'administration publique, tous ceux qui étaient là, ils sont maintenant. Les autres filles sont au Burundi, partout dans les pays frontaliers. Est-ce que vous imaginez ça? Et vous parlez ça avec beaucoup de facilité. C'est comme si vous gérez et que les gens ont besoin de venir dans votre gouvernement. Mais si nous restons dans ce cadre-là, mais nous avons choisi la démocratie. En démocratie, lorsqu'on est en dehors du système, soit on n'a pas le pouvoir, vous avez ce qu'on appelle une idée, une vision de la société. Pendant les élections, vous vendez votre vision de la société. Si le peuple vous fait confiance dans un processus crédible et transparent, vous avez le pouvoir. Vous venez vous déballer votre projet de société avec des objectifs en court terme et à long terme, en court terme, à moyen terme et à long terme. Mais tenez qu'il y aura toujours ceux qui n'ont pas peut-être eu la majorité, qu'on appelle l'opposition. Et pour le cas de notre pays, l'opposition est constitutionnelle. Ils seront là. On voit dans tous les pays du monde. Et pourquoi si vous avez tous les pouvoirs et qu'il n'y a rien au Congo, mais vous avez besoin déjà pourquoi dans votre gouvernement? Parce que le problème de la formation du gouvernement, ce n'est pas Fayoulou qui parle. Fayoulou parle de la cohésion nationale. La majorité des Congolais parlent de la cohésion nationale. L'Église catholique protestante parle de la cohésion nationale. Les concepts de formation du gouvernement, qu'on va tendre la main à l'opposition, ça sort de la bouche de ton chef. Alors, vous venez donner l'impression, c'est comme si on cherche ce gouvernement-là. Et maintenant, vous avez des critères, vous avez besoin déjà les nombres, vous venez en position de force. Non. La période que nous traversons aujourd'hui avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, surtout à l'égard de ceux qui nous regardent, ceux qui ont le pouvoir devraient avoir ces postures d'humilité. Être humble, dire que le pays est en danger. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ne regardez pas mes faiblesses. Parce que dans ce qui se passe, nous, en réalité, madame, contrairement à sa méthodologie, ce que nous vivons aujourd'hui, en réalité, ce sont des conséquences. Mais nous avons des causes lointaines. Et ces causes sont liées à ce qu'on appelle des facteurs endogènes et exogènes, qui a permis, ou soit qui ont facilité que nous puissions vivre ce que nous sommes en train, les Congolais vivent aujourd'hui. Et dans ce qui se passe dans notre pays actuellement, la majorité des Congolais sont d'avis et d'accord avec moi que le régime actuel a une lourde part de responsabilité. Ce qui se passe au Congo, ça ne s'appelle pas une guerre classique. C'est-à-dire, parce qu'il faut nuancer, aider surtout les jeunes qui nous suivent, et c'est qu'il y a la différence entre une rébellion et une agression. L'agression, c'est lorsque un État voisin ou des États voisins viennent vous envahir. Ça, on parle de l'agression. À ce moment-là, le gouvernement a le devoir, conformément à notre constitution, et même sur le plan des instruments juridicaux internationaux, de faire ce qu'on appelle la légitime défense, de défendre le territoire. Pour le cas de notre pays, c'est l'article 187 qui stipule que l'armée a comme mission de défendre le territoire et sa population. Vous comprenez? Mais ici, on doit dire des choses vraies. Ce qui se passe au Congo depuis nos nazis jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la guerre par procuration. C'est-à-dire que Kagame et Museveni n'ont jamais déclaré la guerre officiellement contre notre pays. Ils sous-traitent quelques compatriotes. Et je vous ai déjà dit ici, plus d'une fois dans vos différentes émissions, que la quasi-totale, soit 98% de la classe politique congolaise, sont passés sous les mamelles de Kagame Museveni prendre des armes, tuer des Congolais pour arriver au pouvoir. Quand Mouzé venait ici avec l'AFDER, Mouzé n'a jamais dit que derrière moi il y a des Rwandais, des Ougandais. Mouzé nous a dit que les images existent. Il n'y a aucune vidéo de 30 secondes où Mouzé a dit que je suis accompagné par des Rwandais. Il dit que ce sont des Aïrois qui ont levé l'option pour chasser Mobutu au pouvoir. C'est en 98. Lorsqu'il est déjà ici, il y a déjà une formation de gouvernement.
Et il fait, je ne sais pas si c'est ses amusements ou quoi, il nous dit que j'ai demandé aux Rwandais de partir. Je me rends compte que même les membres du gouvernement qui quittent, c'est par là, j'ai compris que l'autre là aussi n'était pas zaïrois ou n'était pas congolais. Mais comment lui, Laurent Désiré Kabila, pouvait nous nommer les gens à la tête de nos institutions sans avoir l'idée sur le cursus de ces gens-là qui lui est nommé et qu'il est surpris lorsqu'il demande aux Rwandais de partir, qu'il y a même des membres du gouvernement qui partaient. Donc voilà notre part de responsabilité. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas par Laurent Désiré Kabila. Bemba en venant, la même rhétorique. Bemba n'a jamais dit que derrière lui il y a des Ougandais. Il a dit que ce sont des Congolais Baramboka. Et les images existent, qui ont pris des armes. Pourquoi parce que Laurent Désiré Kabila a amené les étrangers? Ça c'est le discours de Bemba. Bemba n'a jamais dit qu'il y a des Ougandais qui étaient derrière lui. Tout ce qui était RCD, des Mende, de tous, des Bousse, tout le monde est là. C'est ça, tout ce que vous connaissez. Personne n'a jamais accepté que derrière lui il y a des Rwandais. Mais en réalité, on sait qu'il y avait des Rwandais. Comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit aux Congolais qu'ils ont des Rwandais avec. Mais vous avez suivi. Quand même, j'encourage le directeur, M. Kamere. Je crois que c'était un Suisse qui nous a rappelé que les Tutsis sont dans tous les postes, au sommet jusqu'en bas. Mais pourquoi on n'a pas dit que les Mongols aussi sont dans tous les postes? Pourquoi on n'a pas dit que les Bayakassi sont dans tous les postes? Donc nous avons une lourde part de responsabilité. C'est une guerre par procuration. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des démarches pour faciliter, soit à aider, soit à mettre en exergue, à écarter Kagame et Museveni. C'est-à-dire enlever les éléments de langage dans les chefs de Kagame et Museveni. Parce que officiellement, lorsqu'on demande à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais. Nous sommes innocents. C'est dernièrement ici que Kagame, je l'ai suivi, je crois, si Jeune Afrique, où il a quand même officiellement soutenu l'M23 et il dit qu'il a mis ses militaires là-bas pour raison de sécurité dans nos frontières. Mais depuis le 6, Kagame n'a jamais accepté. C'est pour te dire qu'il fait la guerre par procuration. C'est quand même un pas. Je vous en prie. C'est pourquoi, je vous en prie, on est candé. Toutes les organisations internationales demandent à Kagame de retirer ces troupes, ces hommes, de ne pas soutenir l'M23. Ça dit, il y a une ignace. Soutenir l'M23 et faire la guerre directe, comme par exemple entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est une guerre classique, la guerre directe. Mais le soutien, c'est une autre chose. En d'autres termes, si nous définissons le vouloir vivre ensemble, Kagame et Museveni n'auront plus d'autres clients. Parce que même Père son âme, notre né Ngwanda va de mourir. La vidéo existe, il a dit que moi aussi j'ai été appelé par Kagame. Il dit, mais les autres viennent prendre ma solo ici, comment toi tu viens pas? Ngwanda, je lui ai répondu, est-ce que tu vois ma tête là, comparable, semblable aux gens que toi tu recrutes? Donc, on peut tout parler de Kagame et de Museveni. Même aujourd'hui, comme nos amis de l'IDPS qui pensent que le problème c'est Nanga. Mais Nanga peut mourir. Nanga, région de la rébellion, c'est quand? Moi, je ne soutiens pas Nanga. En 2022. C'est en 2022, mais avant 2022. Bounagan est tombé quand Nanga était à la rébellion, mais avant. C'est-à-dire Nanga peut mourir aujourd'hui, cette guerre ne prendra pas fin. Alors, il faut aller... Répondez à la question sur la réaction de Kabila. Donc, madame, j'ai réagi. Non, vous aurez le temps. Mais nous sommes candidats notés. Vous aurez le temps. Mais l'émission vient de commencer. Tout le temps. Non. Quand tu parlais, je me suis dit, j'étais jamais connu comme ça. Vous voulez maintenant des éléments nouveaux. Mais notez. Non, c'est pas comme ça qu'on fait l'émission. Non, mais vous prenez toutes les. Il n'y a pas de problème. D'abord, je vais te laisser. Vous aurez le temps. Non, vous abîmez. J'étais jamais connu. J'étais jamais. Après, vous revenez sur la. Oh là. Essayez de maîtriser votre invité. Je ne sais pas aujourd'hui, il est dormi de quel côté. Donc, par rapport, je crois. Oh là. Par rapport à l'intervention de M. Kabila, dans ce que M. Kabila a dit, il y a du vrai, il y a aussi du faux et du non-dit. Là où il a dit la vérité, c'est lorsqu'il dit par exemple qu'il y a des arrestations arbitraires, il y a l'exil des compatriotes congolais, l'opposant, les journalistes se sont misés. Ça dit tout ce qu'il a dit là. Mais nous le disons, Fayou le dit, nous le disons chaque jour ici. En son temps aussi, il y avait il devait que se taire. Hein? Vous comprenez? Là, j'ai dit, il a dit la vérité. Mais là où il n'a pas, peut-être, je peux dire un menti, soit les non-dits, il dit que l'illégalité de M. Tshisekedi a commencé en 2023.
Pourquoi? Parce qu'on a organisé de mauvaises élections en 2023. En d'autres termes, M. Kabila avait insinué que les élections de 2018 étaient bonnes, celles de 2023 étaient mal organisées. Vous comprenez? Là, il a menti. Kabila doit aussi nous dire que les élections de 2011 étaient bonnes, les élections de 2006 étaient bonnes. Donc, en d'autres termes, il y a eu de bonnes choses qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a fait que répéter ce que nous le disons, mais il est mal placé. Si aujourd'hui Kabila est devenu crédible, je t'ai mis par là, c'est à cause de ce régime, parce que c'était un échec cuisant. Kabila est devenu crédible. Aujourd'hui, voilà, tous les journalistes veulent toujours décrypter les propos de Kabila. Kabila qui nous a tués dans les églises ici. Mais aujourd'hui, tout le monde ne veut pas de Kabila. Donc vraiment, vous avez 10 minutes. Je vous en prie. Moi, je ne vais même pas le déranger. Il est agité. Rebondissez alors. Et puis la même question sur Kabila. Est-ce que Kabila, aujourd'hui, il a rompu avec le silence? N'a-t-il pas raison dans ce qu'il venait de dire? Là, je réponds directement que je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi tout ce que vous dites là à propos de lui parce que je sais que rien de bon ne peut sortir de sa bouche. Je ne peux pas perdre mon temps à le suivre. Quand il parle de la RDC aujourd'hui, en tout cas, moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Mais ce que je regrette, quand j'entends que ce n'est pas une guerre d'agression, ce n'est pas l'agression, c'est une guerre par procuration, alors que toute la communauté internationale parle de l'agression rwandaise. Ce n'est pas que des Congolais, même au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on en a parlé, l'agression rwandaise. Pourquoi elles ne veulent pas qu'on parle de l'agression rwandaise? Guerre par procuration. Tout ça pour cacher le Rwanda et Kagame. Non, moi je ne peux pas accepter cela. C'est une guerre d'agression. Le Rwanda est en train de nous agresser. Et il est revenu jusqu'à l'époque de Mouzé et il a posé des questions à Mouzé comme si Mouzé viendrait encore ici pour répondre. Il n'est plus de ce monde. Ce qui est passé à l'époque de Mouzé, c'est déjà passé. Nous connaissons l'histoire. Quand il va faire des tournures, non, nous, Martin Fayulu avait déjà prédit tout ça et tout ça. Qu'est-ce que Martin Fayulu a prédit dans ces pays? Il est devenu opposant, je ne sais pas si c'est à partir de 2018, 2016, à peu près, parce qu'à l'époque, il était avec Bemba. Nous connaissons l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa avec André Kimboute et tout ça. On n'a pas encore réglé cette question. Nous savons. Alors, il est devenu candidat parce qu'il a été porté. En 2018, il a été porté. Personne ne connaissait Martin Fayulu comme aujourd'hui. Il a été porté. Et bon, il a eu les élections comme à l'époque de 2018, c'est qu'il y a eu, il y en a eu, Fathi a gagné. Depuis, il n'a pas accepté. Finalement, en 2023, les choses se sont clarifiées. En 2023, il y avait un match de débarrage, comme on dit. Mais vous avez aussi, les choses se sont clarifiées. Aussi en 2018, non? Les choses se sont clarifiées. Nous avons vu qu'en 2023, il était en face de celui qu'il contestait. Celui dont la légitimité, selon lui, posait problème depuis 2018. Mais en 2023, il ne nous a pas démontré le contraire. Il a failli. Les élections d'une semaine. Nous avons vu. Avec les machines à voter dans des maisons. Si on revient encore sur les élections, alors que nous sommes dans une phase où nous devons trouver des solutions pour la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Et le président, il a dit que le président de la République est notre chef, mon chef. Il a dit mon chef. Mais il est le chef de mon vieux Martin Fayulu. Il est le chef du pasteur. Il est le chef de tous les Congolais. On l'appelle chef de l'État. À moins que vous ne soyez pas Congolais. Il est chef de l'État. Dites-moi le contraire. C'est lui qui est là. Oui, moi j'accepte, il est mon chef parce que c'est un chef de l'État, conformément à la Constitution. Alors, aujourd'hui, au lieu de trouver des solutions, il a donné son idée, sa vision, de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Pour moi, c'est une partie des solutions. Il a déjà eu l'idée d'apporter une solution à ces problèmes. Et maintenant, parce que ça nécessite l'apport de tout le monde, il a dit à ces gens, parce que bon, au début, j'ai entendu qu'il ne devait pas parler devant les gens de l'Union sacrée, mais chaque fois que le président de la République parle devant les prélats, on ne dit pas que là, ce sont des personnes privées, c'est une organisation privée, parce que l'Église aussi, c'est une organisation privée. Mais quand il parle devant l'Union sacrée, là, c'est une organisation privée, la Constitution l'interdit. Non, le
devons être justes hein, par rapport à nous-mêmes. Ok? Donc, le chef de l'État peut parler quand il veut. Mais cela n'est pas à confondre avec ce qui prévoit la Constitution, hein, adresse à la nation. C'est vraiment à ne pas confondre. Il peut parler devant les militaires. Il va rencontrer peut-être un état-major. Il s'adresse aux militaires, il s'adresse aux policiers, il peut aller s'adresser aux étudiants. On ne peut pas les lui interdire. Donc, inculquer dans l'esprit des gens que c'est une guerre par procuration, il ne faut pas continuer à parler de Kagame. Là, c'est chercher à détourner le pays de la position reconnue même par la communauté internationale. C'est le Rwanda qui agresse le pays. Et nous devons aujourd'hui trouver des solutions pour mettre fin... Par le gouvernement d'Union nationale. Mais le gouvernement d'Union nationale est une partie des solutions. Une partie, je ne dis pas que c'est une solution définitive. C'est une partie. Chacun est en train de réfléchir, tout comme le président de la République. On ne peut pas... Vous aviez eu à soulever un temps là, un moment par rapport à une très bonne réflexion, question par rapport aux critères, par rapport au profil. C'est ça aussi le nœud du problème. Mais voilà. Le casting pose réellement problème au sein de l'Union sacrée. Non, le gouvernement d'Union nationale, ce n'est pas l'affaire de l'Union sacrée. Le chef de l'État est clair. Il a dit aux membres de l'Union sacrée qu'il va aller vers l'opposition, tout comme vers la société civile et vers tout le monde. Donc, tous, nous avons intérêt à apporter nos idées là-bas. Et même les journalistes. Je ne peux pas dire que si un journaliste se pointe, dit, bon, moi je soutiens l'idée, on dit, non, vous n'êtes pas de l'opposition, parce qu'ici c'est l'opposition Union sacrée. Non, c'est une partie des solutions pour la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Alors, les problèmes de la taille du gouvernement et du profil des acteurs, des membres de ce gouvernement, c'est vraiment important. Et à régler maintenant. Alors moi je pense que si le président a dit qu'il va aller vers l'opposition, peut-être c'est dans ce sens-là pour essayer aussi d'examiner les dossiers des uns et des autres. Également, bon, moi peut-être pour aller vite, je pourrais proposer qu'au lieu d'approcher directement l'opposition, le chef de l'État peut mettre en place une équipe de consultation en urgence avec un agenda où cette équipe-là va commencer à recevoir les différents acteurs de l'opposition, de la société civile, les étudiants, les journalistes. Et là, il y aura maintenant la mafia qui va circuler. Hein? Tosa Obika. Bon, je ne peux pas vous contredire, mais la mafia, c'est aussi une vie de tout le monde. Okay? Tout le monde peut à un moment faire de la mafia. Mais nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que c'est une question qui concerne la partie est du pays. Ça deviendra nous sommes en train de... aux apôtres. Non, mais il y aura des organisations, chaque structure sera organisée. Si on vous reçoit, vous connaissez, non? On ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour les mettre à la place de votre structure. Mais il faut quand même recevoir tout le monde, consulter tout le monde. On peut aussi consulter Pasteur. Si mon vieux Martin Fayoul le refuse, on consulte Pasteur, il donne ses idées, il dit non, moi je n'entre pas au gouvernement, mais voici mes idées. Ce n'est pas parce qu'on vous a consulté que vous allez devenir ministre. Vous pouvez refuser d'être ministre, mais pour des consultations, vous y allez, vous donnez vos idées, dites non. Si vous voulez mettre en place ce gouvernement d'Union nationale, faites attention, parce que ici, vous pouvez aider le pays comme ça. Vous dites, mais moi, je ne suis pas partant. Je n'entre pas là-bas. Donc, au lieu de toujours crier, chaque fois que le chef de l'État donne une vision, une proposition, pour vous, c'est toujours de l'enfer. Là, le pays ne va pas bien marcher. Même si demain, vous devenez président de la République, il y aura des moments où vous aurez aussi besoin des autres. Et si on viendra faire la même chose à vous, le pays ne marchera pas, on fera du surplace. Donc nous devons aider les chefs de l'État dans ce sens-là. Parce que la situation de l'Est ne concerne pas que le président Félix Tshisekedi. Mais il avait dit que c'est lui le garant de la nation. Il n'est pas le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il faut bien peser les mots. Quelque part aussi... c'est la Constitution qui le dit. Quand vous dites qu'il est le garant de la nation, ce n'est pas mentionné dans la Constitution. Au sein de l'Union sacrée, au sein du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est comme s'il est cloué. Mais à quel moment un président de la République peut être arrogant? Moi, je ne comprends pas.
S'il parle aujourd'hui, il est arrogant. S'il parle demain, il n'est pas arrogant. Mais à quel moment il peut devenir arrogant? Beaucoup. Non, le chef de l'État parle. Quand il parle, il parle. Analysez comme vous voulez. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Cela ne veut pas dire que parce que vous êtes d'accord, que vous êtes devenu peut-être membre de l'UDPS ou de l'Union Sacrée. Non. Pistes de solutions. Nous, de la société civile, nous soutenons l'idée. Vous avez fait 10 minutes. Et nous avons également des idées à apporter. Ok, attendez. Nous attendons si on va mettre en place une commission Pasteur, de consultation. Pasteur, vous avez 5 minutes pour les pistes de solutions. Mon co-débatteur, il est de la société civile. Oui, oui. La société civile défend les intérêts d'un groupe, vous comprenez, de la population. Mais lorsque l'Union nationale quand tu parlais, je me suis tué. Aujourd'hui, je ne te trouve pas. Vous commencez par des attaques directes. Le gouvernement d'Union nationale concerne toute la population. Parlez au nom de la société civile. Mais la société civile parle pour la population. Vous prenez la place des politiques. Le chef de l'État a mis à la place publique une idée qui touche à la population. Je sais que j'ai beaucoup de respect à ton égard, mais aujourd'hui, c'était comme ça. Non. Vous abîmez l'émission. Ou bien vous ne maîtrisez pas la société civile. La société civile parle pour la population. Le gouvernement de l'Union nationale touche à la vie de la population. Vous voulez que je ne parle pas de ça? Vous me décevez. Pasteur, bon, je voulais d'abord rappeler à mon ami, avec beaucoup d'estime que j'ai à son égard, c'est qu'il a posé la question, même les dialogues de Kinshasa que Martin Fayulu prône, il y aura toujours de l'argent, c'est-à-dire l'État. Puis c'est quand madame parle de l'argent, il fait allusion à l'argent du trésor public. Parce que tu dis que lorsque les prêtres se déplacent, tout ça, je sais pas si vous avez les informations que c'est le trésor public qui a donné l'argent à l'Église catholique. Mais va vous renseignez-vous que aux assises de Saint-Sylvestre, il y avait, les gens étaient là, on n'a pas donné l'argent. Va te renseigner. Donc, on n'a pas donné l'argent. Et nous ne sommes pas en train de réfléchir quelque chose comme ça en termes d'assises où on va distribuer de l'argent. Apaisez-vous. Il dit le dialogue sera organisé dans quel cadre? Mais dans quel cadre? Je venais de vous rappeler ici le dialogue de Saint-Sylvestre. Mais c'était quel cadre? Bien sûr, c'est un cadre informel, mais ces gens-là, ils ont une légitimité. En dehors de ça, le pouvoir a des limites. Même à l'époque de Mobutu, il y avait la conférence nationale souveraine, mais il y avait un gouvernement. Mais on s'est rendu compte que, vu la réalité, tout ce qui s'est passé dans le pays, Mobutu ne pouvait pas décider seul. C'est comme ça, nous sommes allés aux assises. Donc, il faut comprendre ça. Ça dit, nous ne sommes pas des commandeurs de postes. Donc, il dit encore la forme sur laquelle mais la forme, il y avait les enjeux. Non, monsieur, l'enjeu aujourd'hui, s'il n'y avait pas un problème, Félix n'allait pas tendre la main. L'enjeu aujourd'hui, c'est que le pays est au bord de l'implosion, je l'ai déjà dit. C'est que si nous continuons à rêver, que vous pensez que vous avez encore toutes les mallettes du pouvoir, nous sommes en train de constituer un suicide collectif, nous aurons que des yeux pour pleurer. Parce qu'à l'époque, même cette histoire-là de la Fidèle, je ne sais pas si vous vous rappelez pas encore, et que quand la Fidèle a commencé, Ngwanda l'a dit ici, et qu'on a demandé à Mobutu, c'était d'abord la Fidèle qui demandait des négociations directes avec le régime de Kinshasa, de Mobutu. Ils ont refusé. La plupart des collaborateurs de Mobutu disaient les gens qui ont pris des armes, on ne pouvait pas parler avec eux. Mais lorsque Lubumbashi est tombé, il y a même un monsieur ici qui nous a dit, il est encore vivant, qu'il fit à l'époque le premier ministre de Mobutu. Il dit si Kisangani tombe, on va lui couper un bras. Mais jusqu'aujourd'hui, il a tous ses bras. Vous comprenez? Mais c'est lorsque Lubumbashi tombe, à ce moment-là, ils ont pris des choses au sérieux. Ils vont commencer maintenant à chercher Laurent Désiré pour parler. Il a refusé. Vous avez vu comment Mobutu a été tourné à Mbourik. Ici, c'est grâce peut-être à l'ancien président sud-africain que Kabila a accepté. Mais vous avez vu comment Mobutu était humilié. Donc tout ça, parce qu'il y a l'intérêt. Oui, jamais la solution, madame. Nous sommes candés, je vous en prie. Non, on n'a plus assez de temps. Non, il y a quelque chose qu'il est en train d'insister. Il parle qu'il y a des rapports qui disent que nous sommes agressés par les Rwandais. Je ne vais pas parler des rapports. Ça n'est pas sorti de moi. Je vous en prie. Nous disons ceci. Si c'est une agression, en d'autres termes, le gouvernement doit répliquer. L'agression, j'ai dit, la guerre classique, c'est-à-dire un autre pays lève les tons, c'est-à-dire prend des armes pour bombarder comme la Russie fait. Ça, c'est l'agression. Et votre gouvernement ne peut pas croiser les bras. Mais si vous me dites que tout ce qui se passe dans la partie orientale, même ici à Maïndom avec Mobondo, ça s'appelle Kagame. Alors, que diriez-vous d'M23? Que parlez-vous de AFC?
Que diriez-vous des groupes rebelles Zaï? Que parlez-vous de Codeco? Que parlez-vous de Ouazalendo, qu'on a massacré même dans un passé récent ici? Que parlez-vous de Reine Motomboki? Que parlez-vous de Maï Maï? Que diriez-vous de Mosso, lorsqu'il nous dit, chers compatriotes, quitter, sortir dans les groupes armés? Donc, il parlait toujours des Rwandais, de l'armée rwandaise de quitter. Donc, soyez sérieux. Lorsque Feti Sekedi à Nairobi a raconté des groupes rebelles, il n'y avait que des Rwandais? Est-ce qu'il n'y avait pas de groupes rebelles? Mais tous les rapports, c'est démontré aujourd'hui qu'on a pris des 200 groupes armés dans la partie orientale. Il y a d'autres groupes armés qui sont soutenus par des Rwandais, comme ADF par exemple, soutenu par Kagame, par Museveni. Nous avons des groupes armés qui sont soutenus par des Burundais, des groupes armés soutenus par Kagame. Mais il y a aussi des groupes armés qui sont soutenus par des politiciens, c'est qu'on est tout le monde. Nous avons aussi des groupes armés qu'on appelle des autodéfenses, des Maï Maï et des Ouazalènes, de tout ce que vous connaissez. Comment tu peux dire que l'histoire c'est Kagame? Aujourd'hui, si par exemple, avec comme c'était en 2012 et qu'il y a la pression sur Kagame se retire directement guerre ici à Est. Ça s'est rêvé debout. Ça s'est rêvé debout. Pasteur, Donc, la solution aujourd'hui, c'est le processus de Kinshasa. C'est ce que les pères spirituels parlent du pacte social, où tout le monde va se mettre ensemble. Et pour moi, j'estime même que c'est un bouée de sauvetage pour le régime actuel. Donc, on doit se mettre ensemble, parler de vérité, pour créer la cohésion nationale. Merci. Parce que, madame, un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Merci beaucoup. Donc, lorsque nous allons parler le même langage, Kagame aura moins de Congolais qui va encore armer pour venir tuer d'autres Congolais. Mais pensez que distribuer des postes politiques comme des cacahuètes, qu'on aura la solution, là vous êtes en train de rêver debout. Bon, j'ai comme l'impression d'avoir débattu avec un porte-parole de Kagame, mais bon, il ne l'est pas. J'ai eu seulement l'impression. Il fait partie aussi du problème, mais nous avons aussi des problèmes internes d'abord. De toute façon, ce qui m'a plu, c'est d'entendre, in fine, que pour que Kagame ne puisse plus continuer à armer. Donc, c'est quand même une reconnaissance que Kagame est en train de faire quelque chose dans l'est du pays. Parce que la vérité, même si on cherche à la contourner, en définitive, elle va vous rattraper. Vous avez compris qu'en criant, à la fin, même l'opposition politique comprend comme nous de la société civile que le pays est agressé par le Rwanda. Et quand on parle du Rwanda, on voit celui qui est en tête, c'est M. Kagame. Eh bien, la guerre en question, oui. J'ai entendu parler de la réplique. Il faudrait que la RDC aussi réplique. Mais la RDC a répliqué fortement d'ailleurs, farouchement. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement prendre les armes. Il y a aussi la dimension diplomatie. On tue la population, toi tu es seulement sur le terrain diplomatique. Il n'est pas satisfait. Sur le plan diplomatique, vous avez vu, et ça continue. Mais Kagame est très très coincé, il est coincé, il continue à être coincé. Et tout le monde est en train de suivre comment la RDC est en train de renverser le Rwanda. Je dirais le régime de Kagame est en train d'être renversé. C'est de l'hypocrisie ça. Ce n'est pas de l'hypocrisie parce que... Selon certaines sources, l'Union européenne aurait enlevé ces sanctions-là contre Kagame. De toute façon, le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà donné sa position. La résolution est là. La résolution de l'ONU, c'est au-delà de tout ce que l'Union européenne, l'Union africaine peut faire. Quand l'ONU prend déjà une résolution, toutes les organisations internationales sont impliquées. Donc, même si l'Union européenne continue à soutenir le Rwanda, nous on voit la résolution de l'ONU. Ah bon? Il va finir la guerre. Cette résolution-là est prise dans des termes qui n'ont jamais été acceptés à l'époque. Aujourd'hui, on a inséré ça dans cette résolution-là. Donc, il n'est plus à cacher que c'est le Rwanda qui nous agresse. Alors aujourd'hui, parce qu'on a parlé du gouvernement d'union nationale, moi j'ai fait comme ceux qui ont déjà accepté, en disant que
c'est une partie de la solution au problème qui est dans l'est du pays. Parce que si on arrive à mettre en place ces gouvernements et on fait un très bon casting, surtout en termes de ministères clés. Vous allez intégrer même ceux qui ont pris des armes. Ils seront intégrés dans votre gouvernement. On met des hommes et femmes qu'il faut à la place qu'il faut, avec un agenda clair. Parce que à la dernière émission ici, où j'avais participé, j'avais proposé au chef de l'État de mettre en place un gouvernement de crise. Donc, je pensais à une équipe réduite, une équipe restreinte. Et que ces gouvernements d'union nationale, parce que lui-même a préféré le terme gouvernement d'union nationale, que ce ne soit pas un gouvernement costaud, que ce soit un gouvernement aussi réduit, mais avec des têtes bien faites. Des têtes prêtes à servir pour décanter la situation actuellement. Parce que vous savez, quand la maison brûle, on ne peut pas venir peindre ou repeindre la maison parce qu'on avait déjà besoin de repeindre. Non, on va laisser tout pour chercher à éteindre le feu. Pacte social, processus de Kinshasa. Non, on n'a pas besoin de repeindre la maison maintenant. Nous devons chercher à éteindre le feu. Tous, nous devons nous mobiliser autour du chef de l'État, président de la République. Parce que c'est lui qui a les mots à travers le monde. On sait que si c'est lui, on dit la RDC a été représentée. Mais ce n'est pas parce qu'un opposant a participé à une activité, à un sommet au niveau international, que la RDC est représentée. C'est la seule institution politique du pays, président de la République qui représente l'État congolais, la République démocratique du Congo. Quand il donne une vision, même si vous n'êtes pas d'accord, quand même apportez vos idées, mais ne dites pas que c'est de l'enfer. C'est la fin de l'émission. Merci au pasteur Serge Taboko de décider. Maître Likonza, encore une fois, merci. Merci. Merci à des anges. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu se souvienne à nos frères de l'Est du pays. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.